Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après un long week-end sans vidéo. Pour tout vous dire, j'ai bien regardé le match contre Toulouse samedi, j'ai même enregistré un débrief dans ma voiture juste après qui ne s'est jamais posté parce que j'étais au fin fond de la campagne à une fête où il y avait zéro connexion. Du coup j'étais bien dégoûté mais je me suis dit avec le recul, rentre à Paris tranquille. Regarde le match une seconde fois en replay et fais une vidéo à tête reposée. C'est ce qu'on va faire ce soir, revenir un peu sur les performances des uns et des autres, mais surtout les idées de Luis Enrique qui se précisent concernant sa structure, l'identité qu'il veut donner à son équipe. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, ma première réaction à ce match nul aussi frustrant qu'intéressant à analyser, elle était bien évidemment comptable. On a laissé 4 points en 2 journées contre 2 équipes globalement plus faciles à affronter que les adversaires qui vont arriver dans les prochaines semaines pour nous. On sait qu'un championnat peut se perdre sur les premières journées. La saison 2020-2021 peut témoigner en ce sens. Quand on perd le titre contre Lille, on perd nos 2 premières journées contre Lens et l'OM, même si c'est dans un contexte particulier, 15 jours seulement après la finale de Ligue des Champions et avec un effectif touché par le Covid de manière absolument extraordinaire. Bon bref, dans tous les cas, on a laissé 4 points. Il y a Lens, Nice, Lyon, l'OM et même Rennes début octobre qui vont arriver. L'enchaînement est très important, très conséquent avec la Ligue des Champions qui va reprendre au milieu. Pour le match contre Lens la semaine prochaine qui est le plus immédiat, ce que j'attends le plus, c'est le jeu long de l'équipe. Parce que globalement aujourd'hui, à part Lucas Hernandez, personne allonge ses passes. Donnarumma, on ne le voit plus envoyer des parpaings dans la densité ou sur un côté, il joue court. Le peu de fois où il a le ballon à relancer, il joue court. Nos défenseurs ne prennent pas de risque, à part Lucas, comme je le disais, dans cette dimension-là. Nos milieux de terrain, pareil. Or, contre Lens, bien évidemment, ça ne va pas être Toulouse. Le bloc qui t'attend très bas, très attentiste et sur lequel tes milieux doivent aller faire des fixations sur la première ligne. Tes attaquants, des appels sur la ligne défensive. Là, ça va être une autre physionomie avec des joueurs qui vont t'harceler directement. Tu n'auras pas besoin d'aller les fixer. Eux vont venir direct à toi. Tu devras jouer beaucoup plus rapidement. Et pour aller chercher des espaces, aller chercher des situations de 1 contre 1 où tu n'es pas dans la densité, dans l'intensité, il va falloir écarter. Et pour ça, jouer long. C'est là où j'attends le PSG plus particulièrement sur le match du week-end prochain. Bon, après les autres, on verra bien, mais dans tous les cas, pour revenir sur les 2 premiers, c'est vrai que 4 points, bon, j'espère vraiment qu'on va pas perdre un match sur la série qui arrive. Après, nos autres adversaires font aussi un début de saison. Alors Lens n'a pas gagné, l'OM pareil, match nul. Donc voilà, globalement, heureusement que nos adversaires ne suivent pas vraiment, mais bon. Déjà 4 points de laisser, surtout que contre Toulouse, j'ai vraiment eu beaucoup de regrets, notamment sur la première mi-temps que j'ai vraiment apprécié par rapport au volume d'occasion, qui était beaucoup plus important que contre Lorient. T'en as beaucoup. Alors bien sûr, la frustration, elle est sur le fait qu'on concède un pénalty complètement idiot en fin de match. Le volume d'occasion qui est très important, Gonzalo Ramos par exemple, les frappes de loin, les détails qui n'étaient pas en notre faveur, le but refusé de Zaïre Emery, le hors-jeu de Gonzalo Ramos sur l'action où l'arbitre doit siffler penalty sur lui. Bon bref, Dembélé qui glisse, voilà. Tout ça, évidemment, ont renforcé ma frustration sur le match de samedi qu'on doit absolument gagner. Voilà, bon, collectivement, évidemment, tu as retrouvé le PSG de Luis Enrique, tu as retrouvé les stéréotypes
au vu de l'équipe alignée, je commencerai par là. Les stéréotypes, c'est avant tout parce que tu alignes une équipe qui, notamment devant, n'est pas la plus compétitive. Voilà. Vitinha ailier droit, Lee Kang-in ailier gauche, c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, avant le match, je vais être honnête, quand je vois Vitinha ailier droit, je me dis pourquoi Luis Enrique m'a pas écouté, puisque dans la semaine, je préconisais une titularisation de Carlos Soler par rapport à sa belle entrée contre Lorient le week-end dernier. Une titularisation de Carlos parce que il se déplace bien entre les lignes et dans le dernier tiers, il a souvent le geste juste avec le bon instinct, ce qui le différencie un petit peu des autres milieux très neutres. Fabien Ruiz, évidemment. Vitinha dans les déplacements, même si avec ballon, il a été assez intéressant ce week-end, notamment dans ses ouvertures. Bon, la vérité, c'est que Luis Enrique a eu raison de ne pas titulariser Carlos Soler parce que son entrée n'est pas du tout bonne. Perte de balle à l'origine du penalty qu'on concède. Bon, je suis complètement humilié, voilà, je l'assume. Voilà, Carlos Soler ne doit pas goûter aux joies de la titularisation dans ce PSG. Pour revenir sur la prestation collective, bien sûr, peu de personnalité avec ballon. Entre les lignes, tes milieux de terrain ont globalement trop peu de mobilité, que ce soit sur la largeur, mais aussi dans la prise de profondeur, parce que quand tu as une poche d'espace qui se libère, un espace libre qu'atypique, ton ailier, ou alors Achraf Hakimi, colle la ligne, et donc fixe l'arrière latéral adverse. Voilà. Dembélé se retrouve le long de la ligne avec l'arrière gauche de Toulouse, qui du coup est loin de son défenseur central. Donc tu as une poche d'espace entre les deux qui se libère. Personne ne s'y engouffre. C'est un petit peu pareil avec Achraf et tout ça. C'est là qu'on en attend plus de nos milieux de terrain. C'est là où vraiment, en fait, je me fais pas de soucis. C'est-à-dire que avec les retours d'Mbappé, Dembélé de manière pérenne dans le 11, la signature de Kolo Muani aussi, quand je vois Dembélé coller vraiment la ligne dans ce rôle d'ailier, mais vraiment, hein, je me dis, tu mets Kolo Muani en pointe, alors à la place de Gonzalo Ramos, qui fait donc un appel dans cette poche d'espace qui se libère. Et là, ça a vraiment de la gueule. Le problème, c'est que comme Dembélé a tendance à repiquer vers l'axe pour aller chercher le côté gauche, Kolo Muani ferait cet appel pour pas recevoir le ballon. Ce qui ferait que ces matchs seraient globalement pauvres, même si de l'autre côté, dans la palette technique de Kolo Muani, il y a le fait qu'il soit très bon dans les 1 contre 1. Voilà, sur des phases arrêtées, capable de prendre de vitesse un adversaire, le dribbler et porter le ballon. Même si on peut aussi avoir des interrogations sur ces matchs contre des blocs bas. Donc voilà. Un peu trop de précipitation aussi. Ça, c'est ce que j'ai noté. C'est-à-dire que, alors tu termines le match avec un nombre de passes exceptionnel, ça gonfle les statistiques, mais nos milieux de terrain parfois jouent trop vite. Par exemple, Zahir Emery joue trop en une touche. Souvent, c'est des passes qui sont latérales, qui ne sont pas vraiment tranchantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos milieux doivent absolument aller fixer la première ligne adverse, aller chercher le vis-à-vis. Peut-être pas le dribbler, mais juste se rapprocher de lui pour entraîner une fixation, laisser du temps à tes partenaires pour s'engouffrer sur un espace entre les lignes qui, par une quelconque erreur individuelle adverse, se libérait. Et du coup, sur ta situation de passe, tu crées un petit déséquilibre, parce que ce genre de passe en une touche, dans la précipitation, en général, ne conduisent pas à du déséquilibre. Donc là-dessus, sur nos milieux de terrain, axe de progression. Voilà. Alors oui, c'est du jeu positionnel et tout ça. Oui, il faut l'accélérer, jouer, épurer, mais aussi aller chercher ton vis-à-vis, ce que Marco Verratti fait très bien, ce que Neymar faisait à merveille. Bon, défensivement, c'est là où je suis le plus content, globalement, parce que défensivement, tu concèdes beaucoup moins. Et c'est là en fait où je suis très content de la première mi-temps contre Toulouse, c'est que tu as quand même beaucoup d'occasions. Si on fait le listing, tu as la frappe de Vitinha qui passe un petit peu au-dessus, l'occasion de Gonzalo Ramos sur le centre d'Achraf Hakimi en retrait, qui est dommage, un peu trop en retrait, ce qui fait que Gonzalo Ramos doit réajuster son mouvement et la balle passe assez loin du cadre. Le centre de Fabien Ruiz pour le très bon déplacement de Gonzalo Ramos, l'occasion d'Achraf sur une ouverture de Vitinha, le penalty qui doit être sifflé sur Gonzalo Ramos. Les corners aussi, il y a un corner où il y a un petit peu le feu dans la défense de Toulouse. Donc globalement, voilà, tu as quand même un bon volume d'occasions.
sans pour autant en face en concéder. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, parce que tes transitions sont plutôt bien gérées, bien aidées évidemment par le pitbull Ugarte. Hein. Alors lui, évidemment, tu le mets dans une cage avec un Rottweiler, je ne sais pas qui gagne. Je pense que c'est Manuel Ugarte, tellement il est précieux à la perte de balle. Les jaillissements sont exceptionnels et on y reviendra. Donc voilà, le penalty est idiot, c'est dommage, parce que défensivement, la prestation était aboutie. Bon, le pôle de créativité, j'aimerais y revenir parce que, alors avant, avec Messi, Neymar, Verratti, évidemment qu'il était dans l'axe. Là, j'ai l'impression que Luis Enrique veut qu'il soit sur le côté. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Le nombre de centres, voilà, on sent que c'est bossé à l'entraînement, les circuits sur les côtés. Le nombre d'appels vers l'extérieur. Et ça, c'est un peu ce que j'ai pas aimé en première mi-temps contre Toulouse, un bémol. C'est vraiment le nombre d'appels vers la ligne de touche, vers le couloir, ce qui fait que ton appel étire peut-être le bloc adverse, mais si tu reçois le ballon, t'es isolé. Et les joueurs alignés samedi dernier, évidemment, n'ont aucune capacité pour jouer des 1 contre 1, éliminer tout ça. Donc, parfois peut-être trop d'appels vers l'extérieur, faire un peu plus d'appels dans la densité, vers l'intérieur, c'est là où j'attends Gonzalo Ramos par exemple. Dembélé par exemple, qui colle la ligne à fond, voilà, pour faire des incursions. Ces passes enroulées témoignent d'une dimension créative de Dembélé qui est indéniable, voilà, qu'il ne faut pas nier, hein, au-delà du cassage de rein, les dribbles et tout ça, c'est quelqu'un, les passes enroulées, elles sont quand même assez soyeuses, assez bien maîtrisées, et peut-être que Luis Enrique en attend beaucoup de son joueur dans cette dimension-là. Hakimi, évidemment, très actif sur le côté, parisien le plus dangereux en première mi-temps. Lee Kang-in, assez excentré. Alors ça, par contre, j'aime pas trop. Hein. Lee Kang-in, il va falloir le mettre le plus possible dans la densité, parce que sur le côté, son match est très neutre samedi soir, et on y reviendra. Et cette volonté de mettre le pôle de créativité sur le côté pourrait peut-être expliquer la mise à l'écart de Verratti, qui, à mon sens, évidemment, est incompréhensible en matière footballistique, parce qu'aujourd'hui, quand Luis Enrique te dit qu'il veut du contrôle, mais que Verratti n'est pas convoqué, tu te dis, enfin, très objectivement, on marche sur la tête, quoi. Parce que, bah voilà, Verratti a toutes les qualités requises pour changer la face de cette équipe. Maintenant, Verratti, c'est quelqu'un orienté très axial, très densité, peut-être ce serait une réponse à la non-convocation. Alors il y en a une autre de réponse, c'est le dossier en lui-même, le dossier Verratti. Il faut être objectif. La vérité, je pense, c'est que le joueur veut partir en fait. Le joueur a pété un plomb en fin de saison, il en a eu marre, les événements avec le Cup, le contexte médiatique, et il a demandé au club de lui trouver une porte de sortie. Et le club donc ferait que respecter sa volonté. Alors dans cette dimension-là, on comprend, voilà, que le joueur ne soit pas convoqué, que le club négocie avec d'autres clubs. Maintenant, il y a quand même des bruits dans les médias qui disent que Luis Enrique n'est pas du tout content du retour de Verratti de vacances avec des kilos en trop, que Verratti n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, de Luis Campos, que Nasser s'y oppose pas. Ça, par contre, ça me plaît beaucoup moins. Voilà. C'est-à-dire que si c'est tourné dans ce sens-là, le club qui ne le fait pas entrer dans ses plans, je comprends absolument pas, surtout que à 10 jours de la fin du mercato, impossible de recruter un milieu créatif du niveau de Verratti. Bon bref, revenons sur les performances individuelles. Commençons par Lucas Hernandez, que j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, c'est de la classe mondiale, hein. Tu t'imposes pas à l'Atlético Madrid et au Bayern comme ça d'un claquement de doigts. Défensivement, très bon. Bien gérer son couloir, personnalité à la relance, comme je l'ai dit, pour porter le ballon. Il y a eu un centre à un moment donné qui était bien senti. Quelques renversements, même s'il doit un peu les ajuster par moments, ils sont pas très millimétrés. Si j'avais un petit défaut, c'est que je le voyais peut-être plus rapide. Alors peut-être que je le confonds avec son frère Théo, qui évidemment, lui, est une bombe en matière de vitesse. Lucas Hernandez, par moments, je me dis, ah, tiens, j'avais l'impression que sa pointe de vitesse était un peu plus élevée. C'est qu'un détail qui n'est qu'anecdotique, mais je l'ai noté quand même. Skriniar, j'ai apprécié. Vraiment un très bon match de sa part. Alors, à la relance, il n'est pas transcendant, hein, il joue simple, il assure l'essentiel. Par contre, dans les airs, impérial. Et les jaillissements, j'aime beaucoup le timing de ses interventions quand il sort de l'alignement pour aller titiller un adversaire au milieu de terrain. Ça, j'aime beaucoup pour précipiter la récupération de balles. Il l'a fait 3 ou 4 fois. C'est plutôt bon. Voilà. Ça témoigne, alors au-delà de sa rigueur au duel qu'on connaissait tous, d'une bonne lecture du jeu. Voilà. Il faut le dire. Et évidemment, on sent qu'il se libère de plus en plus de sa blessure au dos. Lors de la préparation, on le voyait un peu timoré. Voilà.
Je pense qu'il jouait en se disant « Attention, j'ai peur de me répéter au dos si je vais au duel un peu trop rapidement ». Là, ce genre de pensée semble sortir de sa tête. Donc c'est vraiment très beau. Marquinhos, pareil. Alors il fait un bon match, même si quand il passe à droite, là, à l'entrée d'Mbappé et Dembélé, au début, il y a un temps d'adaptation. Il y a 10-15 minutes où il est un peu moyen. Et globalement, j'aimerais aussi le voir beaucoup plus responsabilisé, avec plus de personnalité à la relance. Hein, voilà, parce qu'on sait très bien qu'il a des capacités. Alors à un moment donné, il lance Mbappé dans la profondeur, ballon-pied en rupture. Ça, c'était très bon. Mais il y a un peu que ça dans sa relance, donc c'est ce que... Mais globalement, il fait un bon match. Et d'ailleurs, cette histoire de Marquinhos, latéral droit, un défenseur axial très très à droite, et Hakimi à gauche, ça témoigne d'une idée très forte de Luis Enrique, c'est-à-dire que je pense que quand Nuno Mendes et Hakimi seront tous les deux disponibles, il va falloir choisir. Ce ne sera pas les deux en même temps, ce sera l'un sur le terrain, l'autre sur le banc, et ce dispositif avec un latéral assez offensif qui colle la ligne, et de l'autre côté, un latéral beaucoup plus défensif avec l'ailier qui lui colle la ligne. Et donc, voilà, un latéral avec une vocation défensive. Chose qu'on voyait avec Thomas Tuchel dans le 4-4-2 à plat, des 4 fantastiques, avec Bernat et Thilo Kehrer, qui étaient parfois alignés, latéral droit, je crois. C'était avant le confinement. Bon, bref, dans tous les cas, cette espèce d'asymétrie ouvre un gros débat sur Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Alors peut-être que Nuno sera aligné en tant qu'ailier, peut-être que Dembélé va aussi se blesser à un moment donné et que du coup on pourra mettre Achraf voilà, à ce poste d'ailier qui colle la ligne avec Marquinhos derrière lui. Bon bref, il y a plein de choses. Bon, Achraf justement, le penalty est bête, grosse activité vraiment, le contenu de son match est assez solide. C'est dommage, à chaque fois au bout des actions, il faut vraiment qu'il garde sa lucidité. Ça c'est quelque chose qu'il avait déjà l'année dernière. Ses fins d'action doivent être beaucoup mieux gérées. Par exemple, sa frappe qui n'est pas assez croisée sur la belle ouverture de Vitinha, ça passe en retrait pour Gonzalo Ramos qui est un peu trop en retrait. Voilà, faut qu'il ajuste un peu mieux son dernier geste. Ugarte, bon, évidemment, est excellent. Alors, les jaillissements, les récupérations, le fait qu'il y a les 2 pieds en avant, on le savait. Ça, c'était dans ses caractéristiques. Par contre, là où il me surprend, c'est avec ballon, de la personnalité. Voilà, une volonté d'aller vers l'avant, de prendre des risques, même si, bien sûr, je pense que le joueur sait qu'il n'a pas le bagage technique d'un top mondial, mais il prend des risques et j'ai plutôt apprécié son match avec ballon samedi soir contre Toulouse. Bon, Fabian Ruiz, alors Fabian démarre bien son match, c'est un peu le seul qui réussit à contrôler, se mettre face au jeu, faire des passes vers l'avant. Le problème c'est que ça dure 15-20 minutes grand maximum. Et derrière, bah, ça redevient très neutre, ça fait un match sans calcium tout simplement, comme il avait l'habitude de les faire la saison passée. Et c'est très énervant. Et en fait, c'est là où ça renforce complètement l'incompréhension vis-à-vis de Marco Verratti, quoi. Enfin, tu ne convoques pas Verratti, tu le mets hors de tes plans pour titulariser Fabian Ruiz. C'est très très difficile à suivre. Mais vraiment, hein, je n'ai pas d'explication rationnelle en fait. J'ai l'impression que là, le club fait quand même une grave erreur là-dessus. D'autant plus que Luis Enrique semble être en accord avec le club sur le fait de faire partir Verratti, que Verratti n'est pas dans ses plans. Le problème, c'est que si c'est pour titulariser Fabian Ruiz que tu pouvais pas blairer en sélection espagnole, c'est d'autant plus lunaire, quoi. C'est d'autant plus lunaire. Bref, bon alors Zaïre Emery, j'étais trop déçu de son but refusé, parce qu'en fait son but refusé, il m'a fait mentir. Dans mes notes, je mettais que offensivement, faut qu'il se libère. Offensivement, faut qu'il se libère. Il fait partie de cette génération de footballeurs modernes avec lesquels on donne plein de consignes, on fait faire plein d'ateliers lors de la formation. Les mecs, voilà, savent quoi faire dans n'importe quelle situation. Les histoires d'orientation du corps, de touche de balle, de voilà, combien de fois je dois lever la tête sur une conduite entre mes touches et tout ça. Bon bref. On sait très bien qu'aujourd'hui le foot est très stéréotypé, très automatisé. Hein. La place qui est faite à l'instinct se réduit de moins en moins. Et Zaïre Emery est un peu dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'offensivement, ses premières touches, ses premiers appuis sont très bons, très toniques. Voilà, il est capable d'emmener le ballon vers l'avant sur la première touche, de mettre un petit coup de rein qui va faire mal, qui va laisser sous-entendre une situation intéressante. Mais derrière, c'est trop stéréotypé en fait.
il laisse pas assez de place à son instinct. Ce qui pourrait se comprendre, ce qui pourrait l'expliquer, c'est déjà son âge. Voilà, à 17 ans, on va être très gentil avec lui, bien sûr, parce qu'il a encore le temps de progresser. Et sa formation, qui s'est faite beaucoup plus bas sur le terrain, voilà, c'est un numéro 6, et donc tu te dis, c'est vrai que les projections et tout ça, c'est quelque chose qu'il découvre, voilà, qu'il doit assimiler, en plus du monde professionnel. L'intensité dans les duels et tout ça, c'est vrai que c'est une innovation sur les 2 matchs contre Lorient et Toulouse par rapport à la saison passée où il paraissait très à l'aise dans son appréhension du duel. Là, c'est vrai que contre Toulouse, encore une fois, il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation concernant l'intensité épaule contre épaule. Bon bref, dans tous les cas, tout ça, il va falloir qu'il progresse et aucun problème là-dessus. C'est un joueur jeune, donc bien sûr qu'il a des axes de progression. Si je disais qu'il était parfait, il y aurait un problème d'objectivité chez moi. Parce que un joueur de 17 ans n'est jamais parfait en fait. Il y a toujours des axes de progression, il faut savoir les identifier, les mettre en avant. C'est difficile parce que je vois déjà venir les commentaires qui me disent que je suis très dur avec Zaïre Emery. Mais voilà, quand tu as des axes de progression, il faut les mettre en avant pour essayer de progresser tout simplement. Et de l'autre côté, Luis Enrique, son jeu positionnel avec un max de consignes et tout ça, je suis pas sûr qu'il laisse beaucoup de place justement à l'instinct un petit peu de Zaïre Emery. J'appelle ça comme ça. Bon bref, Vitinha, alors Vitinha, j'ai apprécié ses ouvertures, c'est vrai, en louche là, il en a fait 2, 3 qui étaient plutôt bonnes, ça frappe de loin aussi, donc les initiatives offensivement, tu sens qu'il commence un peu à prendre en personnalité, donc c'est plutôt pas mal. Lee Kangin, comme je disais, je le veux beaucoup plus axial, sur le côté je déteste tout simplement, pourquoi? Parce que, alors, il est incapable de porter le ballon après un dribble. Et là, le problème, c'est que même les dribbles, il ne le rentre plus. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui, lorsqu'il arrive dans le dernier tiers, c'est pas ça. Donc évidemment, il faut le mettre dans la densité en tant que relayeur. Et en fait, sur le côté où il a beaucoup plus d'espace, j'ai l'impression qu'il regarde beaucoup trop son ballon. Il a trop la tête vers le bas, le nez collé au sol, ce qui fait que il ne regarde pas les situations qui sont autour de lui, il ne les trouve pas et il ne fait pas de différence en fait. Il est très neutre. Donc le joueur doit progresser là-dessus et Luis Enrique devrait le positionner un peu plus dans la densité. On en revient au pôle de créativité que Luis Enrique, je pense, veut mettre sur le côté. Le problème, c'est que Lee Kang-in, ça ne joue pas en sa faveur, cette décision, cette volonté d'axer sur le côté, parce que vraiment, plus il est sur le côté, moins j'aime. Plus il est dans la densité, plus j'ai d'espoir avec ce joueur. Voilà. Et puis en plus, j'ai un peu peur des informations qui sont sorties hier, comme quoi le PSG pourrait ne pas recruter de milieu créatif, auquel cas ce serait donc Lee Kang-in qui aurait ce rôle. Le problème, c'est que déjà en matière pratique, il a les Jeux Olympiques asiatiques et la Coupe d'Asie cette année. Pour éviter le service militaire en Corée, il doit les gagner, donc forcément il va y aller. Ça va lui faire louper une quinzaine de matchs. Déjà, c'est un peu problématique. Et puis surtout, intrinsèquement, j'ai vraiment pas l'impression que le joueur soit capable en fait d'être le dépositaire de ton jeu en matière de créativité. Les coups de pied arrêtés, les corners, en vrai, j'avais une impression de mitigée, mais en re-regardant le match, allez, je me suis dit c'est plutôt pas trop mal. Disons que c'est pas trop mal. C'est pas excellent, mais c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas nul. Gonzalo Ramos. Tiens, Gonzalo Ramos, ouais, c'est un match qui me donne de l'espoir. J'ai été globalement satisfait de son match, déçu qu'il ne marque pas parce qu'en plus il a les occasions très clairement. Mais bon, déjà on a beaucoup plus de situations face à Toulouse que contre Lorient pour le juger, voilà, parce qu'il a beaucoup plus bougé, il était beaucoup plus disponible, beaucoup plus d'automatisme après une semaine complète d'entraînement, c'est logique. Des occasions aussi, voilà. Son appel sur le centre de Fabian Ruiz en première mi-temps, ça j'ai adoré, voilà. Très clairement, c'est le genre de geste de mouvement de numéro 9 que j'aime beaucoup. Quand il joue en une touche, il est bon, c'est ce qu'on disait dans la vidéo présentation, je vous disais, moins il touche le ballon, mieux c'est. Parce qu'il peut vite s'en mêler, techniquement c'est pas quelqu'un qui va faire des différences dans les petits espaces, donc quand il est dos au but, qu'il essaye de décrocher, qu'il essaye de se rendre disponible, il faut qu'il joue avec son instinct, voilà, en première intention, et on l'a vu contre Toulouse, quand il le fait, c'est là où il est le meilleur, le plus intéressant, disons, pour son équipe. Globalement, l'acclimatation, je trouve, va dans le bon sens, avec Gonzalo Ramos. Dembélé, alors est rentré côté droit, j'aime trop, hein, voilà.
je dois le dire, je suis dans le train d'Embélé. Les incursions là, vers l'axe avec les passes enroulées vers le côté gauche, c'est super. Mbappé, voilà, on sait tous qu'il est jamais aussi fort que lorsque l'attention est sur lui, bien sûr. Sur ses premières minutes, il y a de la folie parce que ses premiers ballons font peur aux Toulousains, il est en feu, il obtient le penalty, il se fait justice lui-même, ça fait beaucoup d'émotions, il va fêter avec le cup et tout ça. Par contre, après, j'ai trouvé un joueur globalement en manque de rythme. Voilà, c'est ne pas oublier la seconde partie de son entrée avec beaucoup moins de lucidité. Et là où je veux en venir, c'est sur les prochains matchs en fait. Contre Lens, normalement tu vas le titulariser, en fait je pense qu'il faudra le sortir à l'heure de jeu parce qu'il sera carbo. C'est difficile de dire ça d'Mbappé, mais j'ai l'impression qu'on a un joueur qui a vraiment besoin de reprendre du rythme. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué de match officiel en fait. Le dernier, c'était la Grèce avec l'équipe de France. Il a joué contre Le Havre, mais bon, c'est pas trop un match quoi. Et derrière, il s'est entraîné avec le Loft à Paris. Alors ok, il s'est pas fatigué à aller faire le décalage horaire, la tournée marketing au Japon, mais il a un manque de rythme qui, je pense, sur les prochains matchs, va être encore plus criant. On en a vu les prémices sur son entrée samedi soir. Là, on va le voir encore plus la semaine prochaine. Bon voilà, j'avais d'autres trucs dans mes brouillons, mais on va en parler demain dans ma prochaine vidéo. Ok les amis, ciao, prenez soin de vous. Évidemment, on se retrouve dès demain pour continuer cette belle semaine. On va reprendre le mercato aussi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et ciao.